tape à la porte et là il tombe sur ma mère. Est-ce qu'il y a un musicien chez vous? Ah non monsieur, c'est juste mon fils, il est en train de s'amuser avec des congas. Désolé, je lui dire de pas faire de bruit. Non, c'est génial. Je veux le rencontrer. Moi je suis batteur et je veux juste parler avec lui quoi. C'est devenu mon meilleur ami, mon mentor. C'est lui qui m'a appris la musique, c'est lui qui m'a mis sur scène, c'est aussi lui qui m'a permis de découvrir l'informatique. Incroyable. Là, il fallait bosser. J'avais vraiment zéro épargne, enfin rien du tout, aucun moyen de retoucher une bourse, quoi que ce soit. Donc je savais que j'allais vraiment démarrer au ras des pâquerettes. Je pense qu'à un moment donné, être en capacité de se mettre un tout petit peu dans le risque, bien souvent, ça fait franchir des étapes. Celle-là, c'en était une. Et là, je suis confronté aussi à la réalité des vrais bons incidents dans l'Ouest américain. Et être en capacité d'assurer devient un véritable défi. Il y a même des endroits où on ne peut plus assurer du tout. Le tissu économique est composé, distribué, mais tout le monde est confronté au même risque. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Oméric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Vincent Dagouri, CTO de la Digital Commercial Platform chez AXA. Un parcours dense, près de 25 ans à construire, transformer et surtout faire avancer la tech dans des environnements complexes. Du cloud à la data, en passant par l'IA, Vincent c'est l'ingénieur stratège, celui qui pense l'architecture autant que l'impact business. Chez AXA DCP, il réinvente la façon dont l'assurance se digitalise à l'échelle mondiale. Derrière le rôle, on va chercher l'homme, ce qui l'a construit, ce qui le motive et comment il voit l'avenir de la tech dans un secteur en pleine mutation. Accrochez-vous, ça va parler vrai. C'est parti! Bonjour Vincent. Bonjour Oméric. Vincent, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que nous pouvons nous tutoyer? S'il te plaît. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Avec plaisir. Vincent, est-ce que tu peux nous rappeler ton état civil, s'il te plaît? Oui. Vincent Dagouri, je suis né le 29 août 1974 à Caunecourt-sur-Loire. C'est où Caunecourt-sur-Loire? C'est en plein centre de la France et c'est juste à côté de Sancerre. Et ça, généralement, ça dit quelque chose aux gens. On se demande bien pourquoi. Est-ce que tu peux nous partager ton souvenir d'enfance le plus lointain? Ok. Tu m'as posé la question. Essaie de te souvenir de ton souvenir d'enfance. Et il y en a plein qui viennent. Puis après, il faut choisir. Choisir, c'est toujours renoncer. Ah, tu peux en partager plusieurs, si tu veux. Ouais, effectivement. Mais il y en a un qui m'a vraiment tenu à cœur. Et d'ailleurs, il m'a fait du bien. Je te remercie de m'avoir posé la question. Il m'a fait du bien de m'en souvenir. Et en fait, ça se passe à Sancerre, plus précisément Ménétréol-Sancerre. J'ai 5 ans. Et j'inspecte pour la première fois, mais vraiment de fond en comble, la grange et le attic, en français, mon Dieu, le grenier de la grange, qui faisait déjà super peur parce que fallait monter une énorme échelle. En bois, instable, mais qui faisait, je sais pas, peut-être 20 mètres de haut sur un bout de mur en pierre. Donc déjà, c'était une épreuve incroyable. Donc ça crée énormément d'émotions. Pour ça, bon, je m'en souviens. Et puis arrivé là-haut, la première fois, je m'en souviens, l'arrivée là-haut, parce que déjà ça m'intéressait, je découvre plein d'instruments de musique. D'accord. Je découvre une batterie, je découvre des congas, je découvre des bouts de guitare, des trucs comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'avais déjà ce souvenir, étant jeune enfant, d'écouter autour du feu, au bord de la Loire, là où j'ai grandi, mes oncles, les tantes qui chantaient, etc. Il y avait une culture comme ça qui était très festive. Ces boomers savaient faire la fête, normalement. Et là, tout d'un coup, j'ai 5 ans, 6 ans, j'ose monter là-haut, ce qui était évidemment interdit, et je découvre tous ces instruments. Et alors là, incroyable. Donc j'en ai pris qu'un seul, un que j'étais capable de mettre sous mon bras. Pas la batterie. Donc non, mais l'équivalent, plus petit, de congas, dans un état pitoyable. Il y en avait un qui était percé, je crois. Et je crois qu'ils m'ont suivi jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Alors, t'as creusé quand même de savoir que faisaient ces instruments au grenier de la grange. Bien sûr, j'ai posé des questions et j'ai découvert que ma maman avait chanté dans un groupe. Ça l'avait même emmené jusqu'en Italie. J'ai découvert que cette batterie, en fait, appartenait à un autre groupe où jouait mon oncle, etc., etc. Donc, j'avais 5 ans, ça m'a tellement influencé et comme tu peux t'en douter, ça m'intéressait beaucoup, donc je suis devenu musicien.
Et qu'est-ce que je suis content d'avoir osé monter cette échelle. N'est-ce pas? Braver les interdits de temps en temps. Voilà, c'est ça. Quand on est conscient des risques. Je pense qu'il y a un bout de ça, et puis peut-être qu'on en reparlera, mais je pense qu'à un moment donné, être en capacité de se mettre un tout petit peu dans le risque, bien souvent, ça fait franchir des étapes. Celle-là, c'en était une. À 5 ans, c'était une sacrée étape. Alors... Et le plus dur, c'était de redescendre de l'échelle. Sans faire tomber les cambières. Sans faire tomber quoi que ce soit. Cacher ses traces. Alors oui, on va revenir sur cette notion, parce qu'effectivement, c'est hyper intéressant. Ouais. Juste là, tu as éveillé plein de questions chez moi. Donc, pourquoi il y avait une grange? Pourquoi que faisaient tes parents? Alors voilà, donc on était plus précisément dans la maison de ma grand-mère et de mon grand-père. J'ai jamais connu mon grand-père qui est mort en 76, donc même pas vraiment de souvenir d'ailleurs, parce qu'il était très malade quand je suis né. Bon bref, compliqué. Mais par contre, ma grand-mère, j'ai passé énormément de temps avec elle. Ma grand-mère, c'était quelqu'un un peu particulier. Faut imaginer un village de 200 âmes après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, où il faut un peu se planquer. Elle est métisse, elle vient de Guadeloupe, et elle est coiffeuse boulevard Saint-Honoré. D'accord. Avec Jean, alias Maurice. Un peu compliqué tout ça. Mais donc pas du tout un destin à finir au plein milieu d'un village de Sancerrois, aussi beau soit-il même à l'époque. Question de survie, quoi. Mais question de survie. Et donc, cette maison était une grande maison de famille qui avait appartenu à la grand-mère du grand-père, enfin bon, ce genre de choses-là. Et donc, cette grange, c'était un endroit où effectivement étaient stockées tout un tas de choses. Ils étaient maraîchers, principalement. Et la maison avait été conçue avec à chaque fois de grands espaces de stockage. Et donc, cette grange est toujours là, d'ailleurs. Je suis passé il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Maintenant, c'est Madame la maire qui habite cette maison. Mais voilà, donc c'était une famille qui était pas notable du tout, vraiment des gens qui travaillaient la terre, mais qui avaient quand même réussi à bâtir cette très très belle bâtisse, une des plus belles du bas du village, sachant que c'est pas très grand comme village encore une fois. Hein. Mais il y avait aussi une autre particularité, ce qui me touche beaucoup, t'en parlais d'ailleurs, parce que ma grand-mère était aussi la coiffeuse du village. Forcément, vu qu'elle venait du salon de coiffure venant de Paris. Imagine un bout de Paris qui vient il y avait la queue. à Ménétréol sous Sancerre. Enfin bref. Alors il faut imaginer le style de cette époque-là, hein, petite jupe, à pois noirs. Enfin c'était la mode, les yéyés, tout ça qui était. Et donc elle a fait naître un bout d'exotisme finalement et un bout de Paris aussi dans ce village. C'était vraiment tout à fait particulier. Alors moi j'adorais me glisser dans le salon, qui était dans la maison aussi, dans un petit endroit qui avait été aménagé. J'écoutais les conversations sans rien y comprendre. J'avais pas le droit de toucher à la caisse, évidemment. Par contre, j'avais le droit de faire un truc. C'était de me mettre sur les sièges où il y a les casques, maintenant, qui font sécher les cheveux des dames pour les permanents, et pas que les dames d'ailleurs. Et donc, j'étais un cosmonaute. Voilà, donc pareil, même âge, 5, 6, 7 ans. Et j'ai passé tous mes étés jusqu'à très longtemps à Ménétréol. Donc cette maison-là, effectivement, j'ai pas pu la racheter. Ça a été un regret. J'ai eu l'opportunité de pouvoir me poser la question il y a quelques temps. Il y a plusieurs propriétaires qui sont venus, qui en ont fait un bijou, avec plein d'appartements, qui l'ont complètement refait à neuf. Et il y a pas si longtemps, j'aurais pu sauter sur l'occasion. Mais je me dis que c'est derrière nous. Mmh. Et voilà. Donc ça reste un souvenir, mais un très bon souvenir, avec plein de souvenirs dedans, quoi, justement. Et donc toi, tu as grandi pas si loin, finalement, de cette bâtisse, parce que... Ouais, alors vraiment dans les premières années, ouais. D'accord. Mais dès 7 ans, 6 ans, on est monté sur Paris. D'accord. Parce que voilà, mes parents avaient besoin de travailler, évidemment. Donc par contre, voilà, dès la primaire, peu de choses près, je suis monté au Perrot-sur-Marne. Est-ce que tu connais ce coin? Non. C'est une belle commune qui est juste à côté de Nogent, qu'on connaît un peu plus au large de Vincennes. Donc on est vraiment dans l'Est parisien. Une illustration de la qualité de vie au Perrot-sur-Marne, quand je faisais du sport au collège, je faisais de l'aviron sur la Marne. Effectivement, il y a pire. Il y a pire, voilà. Donc ça, c'était vraiment très quali. Et non, une belle enfance, et puis des belles rencontres, et puis la musique aussi beaucoup, qui a encore une fois rythmé énormément de mes jeunes années. Et puis tout a basculé à 12 ans, grâce à la musique aussi. Souviens-toi des congas dont on parlait tout à l'heure. J'en joue dans ma chambre, d'enfant de 12 ans, de jeune ado, qui se cherche un peu. Qui veut faire savoir qu'il est là. Voilà. On est dans un appartement, 3e étage, au Pérou. Le voisin devait être ravi. Le voisin était ravi, et il tape à la porte. Et là, il tombe sur ma mère.
Est-ce qu'il y a un musicien chez vous? Ah non, monsieur, c'est juste mon fils, il est en train de s'amuser avec des congas. Désolé, je lui dire de pas faire de bruit. Non, 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 non. Non, c'est génial. Je veux le rencontrer. Le gars avait 22 ans. D'accord. Et il s'est pas démonté. Il a dit non, non, je veux le rencontrer. Un enfant qui fait de la musique comme ça, moi je suis batteur et je veux juste parler avec lui, quoi. C'est devenu mon meilleur ami, mon mentor. C'est lui qui m'a appris la musique, c'est lui qui m'a mis sur scène, mais c'est aussi lui qui m'a permis de découvrir l'informatique. Incroyable. Deux mondes qui cohabitent. Voilà. Et tout d'un coup, à compter de 12 ans, je pense qu'il a pas fallu plus de 3 conversations pour savoir ce que je voulais faire dans ma vie. En tant que métier. Musicien, et puis si possible informatique. Bon, finalement, ça a été l'inverse. Mais je suis toujours musicien. Enfin, musicien. J'essaie de maintenir un peu la flamme. Le matériel est bien entretenu. Le matériel est pas mal entretenu. Ouais, tout à fait. Donc, t'as 12 ans. Ouais. T'as cette rencontre complètement fortuite. Ouais, improbable. Enfin, coup de bol absolument dingue. Qu'est-ce qui passait dans la tête de ce gars qui avait, je sais plus, 22 ou 24 ans, Robert, qui dit, tiens, je vais parler à ce mec, quoi. Et c'est devenu mon meilleur ami. Et là, après, donc, tu sais ce que tu veux faire. Ouais. C'est quoi le parcours que tu suis, Ça se construit qu'à un cas, parce que effectivement, un peu comme tous ces enfants qui étaient pas forcément diagnostiqués comme ils le seraient maintenant, j'avais vraiment besoin de quelque chose qui était adapté à ma façon de penser. Tu t'ennuyais à l'école? Je m'ennuyais considérablement à l'école. Ça, c'est pour rester poli. Voilà, je pouvais m'intéresser à tout un tas de choses, mais c'était moi qui choisissais à chaque fois. Donc forcément, dans un système scolaire un peu rigide parfois. Mais j'ai quand même trouvé un établissement dans lequel j'ai pu développer tout un tas de connaissances autour des systèmes, de la machinerie, de l'automatisme. Et j'ai fait un bac qui n'existe plus, c'est le bac E. D'accord. Donc le bac E, c'était mathématiques et automatisme. Il y a même plus d'équivalence d'ailleurs, parce que maintenant c'est les options et tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est très bien. Mais alors là, du coup, j'ai vraiment décollé et j'ai enchaîné avec malheureusement un parcours qui a été écourté. J'aurais vraiment tellement voulu en faire beaucoup plus, mais pour des raisons familiales, mes parents séparés, enfin tout un tas de trucs. J'ai fait un BTS informatique industrielle. Pour être le plus rapidement possible. Pour être le plus rapidement sur le travail. Et de toute façon, j'étais persuadé d'une chose, c'était que c'était en gardant les mains dans le cambouis que j'avais développé mon profil d'ingénieur et que finalement, j'avais véritablement trouvé mon métier. Et je l'ai pas fait je l'ai fait avec quelques regrets, parce que j'aurais vraiment voulu faire des vraies études d'ingénieur, etc., etc. Il y avait plusieurs champs d'application qui m'intéressaient beaucoup. C'était un peu naissant quand même à l'époque, faut se souvenir. Hein, on est 94, 93. On n'a pas encore Windows 95. Non, pas du tout. Non, non, non. Mais puis j'ai appris à faire de l'assembleur, à comprendre ce que c'était la différence entre différents chips de différentes fonderies, etc., etc. Donc, et franchement, les profs étaient incroyablement passionnés parce qu'on était à l'émergence du tout début du Linux. Enfin, il y avait tout un tas de trucs comme ça aussi. Donc, vraiment l'impression de faire partie d'un bout d'histoire quand même par rapport à ça. Mais les études, c'était compliqué d'engager quelque chose sur le long parce que c'était un gros investissement à l'époque, ça coûtait très très cher. Et puis, figure-toi que l'armée m'a rattrapé aussi. Voilà, il a fallu y aller. Donc bref, long story cut short, après l'armée, il a fallu bosser très très rapidement parce que là, cette fois-ci, il n'y avait plus le choix et je me suis toujours promis de constamment me former. Et en fait, ça a été ça mon leitmotiv, d'ailleurs conseillé par d'autres mentors plus tard, qui m'ont dit, en fait, si tu es constamment dans la recherche de l'amélioration de toi-même, qui est pas une course effrénée, mais une course continue, et qu'il faut que tu arrives à manager correctement en faisant des choix au bon moment, en fait, tu n'auras pas de problème et ça va t'ouvrir tout un tas de portes. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et ça se voit sur ton LinkedIn, tu as suivi un nombre de formations qui est non négligeable. Ouais. Tu as été un bon client de certains OPCO, certains organismes. Ouais. Et mais je pense qu'en plus, j'ai été marqué d'une expérience professionnelle assez rapidement, qui m'a vraiment motivé à continuer dans cette voie-là. Et je pense que dans ma vie professionnelle, d'ailleurs, l'éducation reviendra à un moment donné ou à un autre. Mais c'est toujours là, d'ailleurs. Attends, on va y venir, parce que tu as ton BTS. Tu le fais où, d'ailleurs? Je fais à Nogent-sur-Marne, pareil. Très bien. Vraiment pas loin, Champigny, enfin voilà, donc vraiment dans ce coin-là. Tu peux rentrer le soir à la maison. Voilà, et faire de la musique. Parce que justement, bien souvent, le soir, fallait faire un concert sur une scène quelque part. Donc c'était quoi le style que tu as adopté et comment s'appelait le groupe à l'époque? Oh là, mon Dieu, le groupe... alors ça, j'ai complètement oublié, j'avoue. Non, c'était plutôt du jazz fusion beaucoup, et du blues. Donc voilà, quelques petits festivals à gauche, à droite. Mon premier salaire était un salaire à cachet de musique.
musicien. cachet. Voilà. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mon deuxième salaire était à l'UAP. UAP? À l'UAP, l'Union des assurances de Paris, qui est devenue AXA. D'accord. Voilà, Ok. à 16 ans. Voilà. Après le BTS. Alors non, avant le même BTS. pas avant, ouais. Avant le BTS. Là, c'était mes années lycée, là. Mais après, à compter du BTS, ouais, pas mal de petits boulots, parce que forcément, fallait. Et moi, d'ailleurs, je vois ça, je fais un parallèle avec la vie de maintenant. Je vois énormément d'étudiants aussi qui font effectivement plein de tout petits boulots. Et c'est vraiment étonnant, la diversité du type de travail auquel ils peuvent avoir droit. Alors, évidemment, c'est compliqué, hein, mais il y a des opportunités aujourd'hui qui peuvent apparaître très très tôt. Et je pense que ça reste, parce que j'ai cette conviction-là, ça reste des opportunités qui peuvent vraiment forger un chemin de carrière. Voilà. Je ne ferai pas l'offense de parler de l'expérience de ma grande fille, mais sans son accord, mais elle a suivi à peu de choses près quelque chose de similaire. À un moment donné, elle a suivi son cœur, ou en tout cas sa passion. Et même si elle est aujourd'hui comédienne, diplômée du cours Florent, et qu'elle reprend des études dans lettres modernes, elle s'est formée d'abord au droit. Ouais. Et après 2 années, elle s'est rendue compte que c'était pas son truc. Et ben maintenant, elle est dans le monde de la culture de Paris et elle rencontre tout un tas de gens comme elle. Et en fait, c'est justement en étant volontaire sur le fait d'aller chercher des opportunités professionnelles que maintenant elle comprend exactement où est-ce qu'elle veut aller et ça lui promet un bel avenir. Donc je pense que ma façon de faire à l'époque, elle existe toujours. Les formes ont éventuellement un petit peu changé, mais je pense que dès lors qu'on est impliqué dans vouloir faire partie quelque part d'une certaine société, ouais, et peut-être aussi de l'influencer d'ailleurs, je pense en fait qu'il y a des opportunités qui apparaissent en fait. Tout passe par les rencontres. Mais faut provoquer, et ça passe par les rencontres. Faut vraiment effectivement sortir un petit peu de sa chambre et voir des gens quand on est jeune. Mais ouais, une fois que ça se met en route et qu'on l'a intégré, en plus c'est facile en fait. Il y a pas vraiment beaucoup de barrières. Une fois qu'on va vers l'autre, généralement ça ouvre des opportunités assez rapidement. Nous, on s'est rencontrés au Tech Leader Society, qui a été lancé par Louis Barlow, comme ça, sur une envie. Ouais. Et puis aujourd'hui, quand tu vois le nombre de personnes qui sont là et le nombre de rencontres qu'on fait à chaque fois, c'est vrai que c'est formidable. Donc, mais il faut effectivement, après sa journée de travail, se dire, allez, je vais passer encore 2 heures en extérieur avec les transports, avec tout ce que ça coûte. Ouais. Donc, mais c'est ce petit kilomètre en plus qui fait la différence finalement. C'est ça, c'est 5 minutes. Alors c'est marrant, tu dis 1 kilomètre, pour moi c'est 5 minutes en courant pas trop vite, 12 km/h quand même, mais ancien coureur, je cours plus. Donc c'est le genre de référence que je peux avoir. Mais ça va 1 kilomètre, quoi. C'est pas un effort de dingue. Généralement, il y aura des petits fours et un coca à boire aussi, mais surtout il y aura des conversations sympas. Ouais. Et c'est fou. Dès lors, surtout sur Paris, je pense qu'on a quand même beaucoup de chance d'avoir une concentration, une densité en termes d'expertise sur tout un tas de sujets sur la transformation cloud, digital, AI. On a un tissu quand même passionnant. Et ce qu'a fait Louis, c'est assez fou, parce qu'on a si peu de temps à avoir créé un endroit avec un tel sponsor, Village par CA. Je parlais avec le CTO du Village de CA, il y a quelques jours, qui me disait, c'est un endroit fantastique, même pour nous en interne, c'est vachement inspirant d'ailleurs. On a eu Emmanuel dans le podcast, donc salut Emmanuel. Voilà. Alors revenons, t'as ton BTS en poche. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, et comment ça se passe? Donc, l'armée, ok. Ouais. Attends, juste l'armée. Alors, l'armée. T'es coureur, donc bon, physiquement, ça devait aller. Ça devait aller un peu. À cette heure-là, pardon, à cette date-là, pas trop, justement. Mais c'est marrant parce que ça a dû quand même m'emmener à me poser quelques questions. Je suis pas trop sportif, hein. J'étais plutôt un peu bien portant, on va dire ça comme ça. Non, j'y suis allé avec beaucoup de tristesse parce que j'y suis allé avec une interruption de mes études, mais aussi avec un contrat de travail en poche. Cela dit, tout laissé tomber. Si j'avais dit oui au contrat de travail, je serais peut-être encore ingénieur en poste d'une boîte de micro-pesée qui était capable, avec des instruments absolument dingues, de peser au millionième de grammes. Pourquoi ça sert? J'en sais rien, mais à l'époque, c'était assez passionnant. Ça doit être ça. Enfin bref. Et j'aurais fini peut-être à Bourges. Enfin, la vie, quoi. Donc, dans toute expérience un peu pénible, il y a toujours une opportunité de grandir et d'apprendre plein de choses. Et l'armée, ça a été ça. Et en fait, j'ai été confronté à quelque chose qui est important, je crois, et je pense que c'est un vrai sens dans notre société aujourd'hui. J'ai été confronté à une mixité que je ne connaissais pas à l'époque. Ouais. T'étais donc toujours dans le coin de nos gens, finalement. Et non, là, là, ils se sont rappelés où j'étais né. Donc, à Cône-sur-Loire, c'est la Nièvre, et donc c'est le début de la Bourgogne. Et donc, j'ai fini à Dijon pour les classes, et ensuite à Besançon pour le reste de mon service, et je suis devenu secrétaire conducteur.
secrétaire conducteur, donc secrétaire. Et t'as ton permis poids lourd, alors? Et j'ai mon permis, alors non, pas poids lourd, mais VL, parce que je conduisais mon lieutenant et mon colonel de l'époque. Okay. Mais ça m'a permis, effectivement, par contre, d'aller en Allemagne, d'aller en Italie, d'aller en Espagne. J'ai participé à... La validation de mon permis, je l'ai fait en faisant France, Pampelune, je crois, un truc comme ça. Enfin, voilà. Donc, finalement, de bouger, et puis découvrir aussi la vie de camp, enfin, tout un tas de trucs. Et j'avais jamais eu d'expérience comme ça. Je n'ai pas été scout, j'aimais bien le camping, mais enfin, pas la même chose, quoi. Et mixité partout, mixité dans la société, mais c'était aussi un moment où la présence des femmes était de plus en plus renforcée et promue. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Ça m'a permis de me rendre compte d'un certain nombre de choses, d'une certaine facette finalement de la société française, dont on peut être fier, je pense. Et l'histoire faisant, j'étais aussi attaché, l'histoire faisant des choses intéressantes, j'étais aussi attaché au bureau des exercices inter-européens. De quoi, en pleine construction de l'Europe. On est en 94, quelque chose comme ça. Exercice entre corps armés? Exercice entre corps armés, avec les Allemands, les Hollandais, les Belges, les Espagnols, ça tournait. Et donc, voilà, le colonel à l'époque était justement en charge de ces exercices inter-européens avec des opérations incroyables. Et alors là, pareil, c'est une ouverture d'esprit. Et ça aussi, je pense que ça m'a quand même marqué de se rendre compte qu'on a une place en tant qu'individu dans le monde, finalement. Et même dans ces moments-là, prendre un peu de recul et se dire, bon, là, j'ai quelque chose à tirer de cette expérience-là. Donc derrière, il a fallu rentrer, il a fallu rebondir très rapidement. Je trouve un premier contrat de travail là où j'étais, sur Sancerre. Tu décides pas de reprendre tes études? Alors, j'aurais voulu, mais là, il fallait bosser. Ouais, j'avais vraiment zéro épargne, enfin rien du tout, aucun moyen de retoucher une bourse, quoi que ce soit, une espèce d'urgence à justement appliquer quelque part là où j'avais une vraie conviction alimentaire. Donc, je savais que j'allais vraiment démarrer au ras des pâquerettes. Avec mon BTS en poche, c'était pas trop vrai d'ailleurs, parce que finalement, le salaire d'entrée était quand même plutôt intéressant. Mais en me disant, voilà, je ferai des études d'ingénieur plus tard, quoi. En me spécialisant sur un truc qui m'intéressera. Et premier contrat, pas terrible, informatique de proximité sur Sancerre avec les vignerons, tout ça, pas d'un super intérêt, bon bref. Et alors là, il se passe un truc, Internet n'est pas encore en train de se diffuser vraiment massivement, hein, mais à l'époque, il y avait des annonces pour des boulots sur des chaînes de télévision, câblées ou pas d'ailleurs. D'accord. Et il y en a une annonce qui paraît, c'est pas moi qui la vois, c'est ma maman. Merci maman. Et qui voit, oh, super annonce, sur Paris, faire des trucs. Elle comprend pas, faire des trucs. Je regarde, j'appelle, et là, je tombe sur une boîte, première boîte de service, j'en ai fait quelques-unes. Celle-là m'a bien aidé, parce qu'elle m'a formé à devenir développeur COBOL. D'accord. Alors, quand tu pars d'un BTS informatique industriel, tu fais du C++, même le Java, c'était pas vraiment stable à l'époque, donc c'était vraiment que C++, un peu de Linux, trucs comme ça. Et tu vas sur du mainframe, là, tu as un scope tout d'un coup en termes de type d'IT qui est énorme. Voilà. Et donc, je suis formé. Pendant un bon mois, on devient majeur de la promo avec mon acolyte. Et en fait, on est tellement majeur de la promo qu'on change le cours finalement du syllabus. C'est-à-dire qu'on influence le directeur du centre de formation pour dire, mais en fait, si tu fais ça, ça fait beaucoup plus de sens, et regarde, on peut le faire comme ci, comme ça, etc. Ah, super bonne idée. C'est devenu un super ami. Mon cher ami Michel Pi, et qui fait toujours du COBOL, lui. Et il a bien raison. Bientôt la retraite quand même. Mais incroyable. Et donc, je pars à la Bred, faire ma première mission. Alors à l'époque, on fumait en populaire Cassé-Paranne. Ouais. Alors non, la Bred à l'époque, c'était à Créteil. C'était un regroupement, oui effectivement, mais là c'était vraiment la partie banque. D'accord. Et c'était passage en 2000. Voilà, et c'était l'introduction de l'euro, enfin un bazar absolument dingue, et donc plein d'équipes qui naissent comme ça. Souvenir d'une chose, c'est que c'est à l'époque on fumait encore au bureau. Hein, c'est faux. C'est là où je me dis 51 ans, ouais, ça commence à faire un peu. Et d'ailleurs c'était horrible, c'était tellement horrible. Et donc voilà, d'apprendre un peu the hard way, ce que c'est que des projets compliqués, voilà, avec une chef de projet incroyable, mais qui avait juste une équipe de gens qui étaient sachants en expertise, mais pas du tout sachants en termes de système IT à l'échelle. On était quand même tous des débutants, hein, et j'étais pas tout seul en plus de la boîte en question. Donc on savait faire du COBOL, débugger du COBOL, machin, etc. Mais prendre du recul, c'était beaucoup plus compliqué, quoi. Et c'est marrant. Le go-to-market et les cas d'usage client, c'était pas votre sujet. Non, là, c'était vraiment de la migration de masse sur des bouts de code, des machins comme ça. Enfin bref. Et
En revanche, on garde contact avec Michel pour une excellente raison, c'est qu'on avait aussi organisé, toujours avec mon acolyte, les vendredis après-midi un peu relâche, à compter de 16h, on faisait de la musique dans le centre de formation. Donc là, c'était plus les petits congas, c'est les grands bongos. Et puis moi, j'amenais ma basse, des instruments, etc. Et il y a un truc que j'adorais faire, c'était faire de la musique à des gens qui n'étaient pas musiciens. Alors attends, un petit aparté. Ouais. Tu joues combien d'instruments? Alors, écoute... Parce que tu viens de rajouter la basse. Hein. Ouais, voilà. T'es pas au courant. La basse, c'est un peu ce que je faisais, effectivement, quand je faisais un peu de jazz, que j'expliquais tout à l'heure. C'est plutôt la basse électrique. Hein. Mais j'étais très intéressé par la batterie. J'ai toujours une guitare et le piano, j'ai réussi à m'y former, etc. Donc, un peu tout. Moi, j'ai un studio à la maison depuis des années. Wow. Et je compose, j'essaye. Avec les outils de maintenant, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de virtualisation, y compris dans les instruments de musique. Mais c'est une autre histoire. Donc, on anime, et j'adore animer, des séances d'improvisation. Et ça démarre en tapant sur une table, des fois. Au centre de formation? Au centre de formation. D'accord, donc tu y retournes. Et j'y retourne, et je continue comme ça. Et on continue de garder comme ça un certain lien. Et puis un jour, il me dit, est-ce que tu veux venir enseigner? Et là, je dis, mais merci Michel. Évidemment, j'ai envie de venir enseigner. Et donc, je développe un cours, un cursus qui n'existait pas, avec des vrais besoins, qui était Linux, C++, et justement le début du scripting. Enfin, c'était plutôt une audience un peu différente, mais toujours en gardant ce background que j'avais aussi acquis autour de COBOL. Mais finalement, j'ai quand même gardé quelque part ce retour là où j'avais eu ma formation, de retour sur du Linux, et après, ça a quand même pas mal influencé le reste de ma carrière. Tu restes combien de temps dans cette entreprise? 2 ans à peu près. D'accord. Voilà. Et puis après, on t'appelle ou... Et après, on m'appelle, et puis l'envie aussi de bouger, parce que voilà, même principe, quelque part, la prochaine expérience, et puis une situation économique un peu compliquée pour les centres de formation, parce qu'on sortait justement en 2000 €, donc voilà, les opportunités commerciales étaient un peu compliquées, des petites problématiques de vie d'entreprise, des choses que je comprenais pas à l'époque, que je comprends beaucoup mieux maintenant. Mais voilà, donc malheureusement, il faut trouver autre chose à rebondir. Et là, j'ai du bol. Je vais chez Dassault Data Service. Et belle mission chez Dassault Aviation, où je deviens administrateur système de l'équipe de développement du cœur du Mirage 2000-9. Et puis là, t'es sur l'excellence. Là, c'est l'excellence d'emblée, un niveau d'exigence dingue. Ouais. Quand on rencontre Serge Dassault, c'est très impressionnant en début de carrière. Et il vient visiter les équipes. Il vient en habit de chasse, c'est marrant. Mais il vient visiter les équipes. Et là, je suis confronté aussi à la réalité des vrais bons incidents de prod. Ceux qui, effectivement, te font trembler à 16h un vendredi après-midi en te disant « Oh là là, sur un appareil à plusieurs dizaines de millions, ça va être compliqué. » Avec des calculateurs qui étaient faits avec des Linux super bizarres, du SGX, enfin des trucs, plus personne sait ce que c'est. Et il y avait notablement le système aussi du simulateur du Mirage dont j'avais la charge. Donc, mais quelque chose apparaît, c'est ce qu'on a appelé plus tard finalement des factories, hein, des gens qui sont des développeurs qui développent quelque chose pour que ce soit embarqué dans autre chose. Et là, à l'époque, le courage de partir dans un projet comme ça était incroyable. Toute la modélisation métier du système était fait en UML 2, matérialisé dans un truc qui s'appelait Rational Rose à cette époque-là, pour produire du code qui lui-même était ensuite recodé en C, grâce à des librairies de portage. Et en fait, la factory marchait super bien. Super bien. Il y avait des spécialistes, de gens qui avaient conçu ce système-là. Donc, tu partais vraiment d'un diagramme de cas, par exemple, ou un diagramme de séquence, diagramme de classe, diagramme d'objet, pour arriver finalement à un code C qui était embarqué dans un chip, lui-même doublé, avec tout un tas de problématiques de sûreté, évidemment, qui étaient liées à tout ça. Et ce chemin fonctionnait. C'était un véritable pari, mais c'était l'orientation très, très objet de cette époque-là. Ouais. Donc, super micro, mainframe, maintenant objet, mais objet à fond. Et c'était l'émergence justement de l'objet, et c'était le début de l'émergence des bases de données SQL embarquées. D'accord. Le tout début, MySQL commençait à pointer le bout de son nez, PostgreSQL n'existait pas encore tout à fait. Tout un tas de trucs comme ça qui commencent à émerger de plus en plus. Et là, je me dis, oh, il y a un truc. Si on commence à avoir des bases de données qui sont beaucoup plus transportables, diffusables, qu'on peut mettre juste à côté d'une application, et puis être obligé de se connecter à un énorme centre de données type mainframe dans lequel, beaucoup plus d'investissement au départ. Là, on a vraiment l'émergence de quelque chose qui peut être super intéressant. Et en fait, ça a continué de se décliner pour devenir des patterns d'architecture tels que les microservices bien plus tard. Utilisés par tout le monde aujourd'hui, quoi. Exactement. Donc ça, super intéressant de voir ça. Vous étiez à l'état de l'art
tout ce qui se faisait, que ce soit sur le soft, le hard. Voilà, objet, micro-environnement, micro-base de données. Mais par contre, il fallait inventer une façon d'administrer ça. Et alors là, j'étais tout seul. Donc, super compliqué. Donc, le début de l'observabilité aussi à cette époque-là, toi, avec du Patrol. Alors, ça peut parler à certaines personnes, mais c'est des outils, des tout petits agents experts qu'on diffuse sur les systèmes, qui regardent tout ce qui se passe tout le temps, qui ramènent ça dans une console. Enfin, en gros, c'est ce qu'on a exactement sur un cloud AWS aujourd'hui ou Azure, mais à l'échelle d'un environnement, etc., etc. Donc, quelque chose qui devient, moi, dans ma vision dans ma jeune carrière, tout d'un coup, ça devient une vision vachement élargie. Et on est en 2001. On est juste en train de passer ce passage-là, quoi. Pareil, ça va pas incroyablement loin, enfin, 2 ans, un peu de choses près. Ce qu'il y a, c'est que t'as même pas 30 ans. Non, voilà. T'es déjà responsable de ce sujet-là. Ouais, voilà. Tout va bien. Voilà, 24 ans, 25 ans, quelque chose comme ça. Et donc après, je prends conscience de l'importance d'un positionnement très fort dans la carrière autour de la data. Là, du coup, ça devient vraiment concret, la data, et là, j'ai envie d'avoir une expérience à l'échelle. D'accord. Vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Mais donc, je peux plus rester dans mon petit cercle, finalement, du bureau de développement. Puis, je dois bien avouer que bosser chez Dassault, passionnant. Mais c'est vrai que tu es quand même dans un environnement où tu crées des armes. À l'époque, ça me posait quelques problèmes. J'y retournerai aujourd'hui, je pense que je me poserai pas forcément les mêmes problèmes parce qu'il y a tellement de missions qui sont importantes dans la défense, la souveraineté. On prend conscience en ce moment de l'importance du tissu industriel qui est très très fort en France par rapport à ce genre d'objet. Donc aujourd'hui, mon implication dans ce genre de choses serait évidemment teintée un petit peu différemment. Faut grandir. Voilà. Tu t'es coupé les cheveux depuis quoi? Ouais. Et pousser la barbe. Mais du coup, derrière, superbe expérience, Société Générale. Et alors là, je vis une expérience folle, c'est que je deviens le responsable de l'ensemble des bases de données, principalement Oracle et des systèmes, de toutes les applications du réseau Société Générale, le plus grand réseau bancaire français. Tous les trucs qui marchent pas, mais qui doivent absolument marcher. Bien vu. Voilà, avec un programme de modernisation du bureau, du poste de travail, justement, des conseillers bancaires à cette époque-là, qui venait juste d'émerger, mais une énorme urgence à parfaitement maîtriser le business as usual et la capacité à maintenir ces systèmes. La particularité du poste en question, c'est que je vis dans le data center. C'est-à-dire que pour avoir les accréditations. Alors, déjà, les accréditations, ça n'a pas été mince, mais comme je viens de Dassault, c'était relativement facile. D'ailleurs, il y a plein d'anciens de l'armée, notamment de la marine, qui bossaient chez Société Générale. Habitué à être enfermé. Voilà, mon chef était un sous-marinier. Bah voilà. Ça faisait des vendredis sympas. Et surtout, voilà, on était juste à côté. C'est-à-dire, nos bureaux, on voyait les bêtes serveurs. Et moi, j'ai encore ce souvenir de la machine IBM, je me rappelle plus de son nom, de sauvegarde, où il faut imaginer une espèce de machine infernale comme ça qui fait 70 mètres de long, dans lequel tu as des cassettes avec du repérage laser et des bras robots qui se croisent à vitesse grand V pour pouvoir sauvegarder ou restaurer suivant les demandes qui sont faites. Une machinerie que j'avais jamais imaginée. Tout ça en automatique, en fait. Tout ça complètement automatisé avec des interfaces montées par IBM et qui étaient mais incroyablement efficaces. On sait un truc quand on bosse un peu dans la sécurité informatique à cette échelle-là, c'est qu'une fois que tu mets tes sauvegardes sur bande, en fait, faut les sortir. Faut les mettre dans des sets distants de plus de 30-50 km. Tout ça, ça fait partie d'un certain nombre de règles de sécurité, de sûreté physique de tes sauvegardes. Mais même les bandes elles-mêmes, d'ailleurs, n'ont pas une durée de vie infinie, donc elles-mêmes doivent avoir un traitement, etc., etc. Ce qui était donc super impressionnant, c'est que plusieurs fois dans la semaine, c'était pas une fois tous les jours, mais on en était quand même pas loin, bah justement, le robot s'ouvrait, un peu comme une espèce de grotte qui s'ouvrait comme ça, et t'avais un opérateur, un spécialiste d'IBM qui venait avec sa petite mallette, et donc qui venait chercher les différentes cassettes qui, elles, étaient justement sur un cycle de vie qui nécessitait une externalisation. Et hop, ça partait dans un transport sécurisé, hein, quasiment un coffre-fort qui partait sur l'autoroute pour aller à plus de 30 km. Enfin, c'est le genre de choses on s'imagine pas, quoi. Et tu vois le gars, et tu prends un café avec lui, ça va ton métier? Ouais, ça va, j'ai encore 3 mallettes aujourd'hui. Enfin, on se rend compte comment finalement ces systèmes d'information, comment ça marche à l'échelle de la première banque de France. C'était vraiment impressionnant. C'est incroyable. Tu restes combien de temps? Pareil, à peu près 2 ans.
Voilà, c'est le cycle, m'ennuie vite, la j'ai fait le fréquence. tour. Voilà. Non, c'est pareil. C'était, je pense que c'était important que je m'imprègne quelque part de cette grande banque et de tous ces systèmes. Mais le fait est que en 2001, 2002, Société Générale se réorganise, comme souvent, comme encore maintenant, et maintenant Groupe SG, et des opportunités de grandir dans un tel groupe, à cette époque-là, étaient pas forcément si ouvertes que ça. Donc, moi, j'étais petit prestataire de service d'une petite boîte, etc., etc. T'avais pas fait les bonnes écoles, ou Voilà. pas... Une petite boîte à l'époque qui s'appelait Devoteam, toute petite. Ah oui, voilà, ça démarrait, voilà, qui est devenue beaucoup plus grosse plus tard. Mais voilà. Donc voilà. Et puis finalement, sur la base de cette expérience-là, il y avait au moins quelque chose sur lequel j'avais pas complètement matché mon objectif, c'était vraiment d'avoir une ferme d'instances de base de données à gérer à l'échelle. J'ai vraiment envie d'un truc pour me rendre compte de la complexité, de mettre en place des standards, puis commencer à ramener un petit peu de conseil aussi aux équipes projet. Et là, une nouvelle mission apparaît chez HSBC. Alors là, j'y suis resté 13 ans. Ah bah voilà. Voilà, là, cette fois-ci, je me suis posé. Mais je pense que je le pouvais justement parce que j'avais, sur ces 4 ou 5 expériences précédentes, j'avais réussi à bâtir une véritable opinion de là où j'apportais de la valeur aussi. Donc là, je suis rentré dans le bureau des DBA. Et là, on couvrait HSBC sous tous ses aspects. Administration beaucoup plus centralisée, donc pas une BU en particulier comme la Société Générale. Et là, on avait plus de 450 instances Oracle à gérer, des terras et des terras. Des choses qui étaient dans des data centers privés qu'il fallait migrer, des campagnes de monitoring. Je me rappelle d'une gestion de backup qu'il avait fallu repenser de fond en comble, justement, encore du backup. Et puis surtout, là, je commence à toucher à des objets métiers super intéressants avec le risk management du crédit. Et donc, je me spécialise autour de cette activité-là. D'accord. T'as toute la complexité du crédit, voilà. Avec les autorisations. Enfin, data warehouse énorme, des data marts, comment monter des modèles. Et c'était le début du projet. Il y avait une expérience web aussi novatrice à essayer d'imaginer. Donc, on développe comme ça énormément de projets super intéressants. Et ça m'a emmené jusqu'à l'expertise autour des automates bancaires aussi. Et à la fin, les 3 dernières années ou 3 années et demie, je suis responsable, tech lead / CTO, bref, de tout ce qui est produit client-facing. Donc, je suis arrivé en tant que DBA et j'ai fini finalement par lead pour la banque retail à manager les applications mobiles, l'application Ma Banque en ligne, etc., etc. C'est que le niveau de confiance est déjà... Voilà, qui a énormément grandi. Et sur le chemin, l'adoption du cloud. Et sur les 2 dernières années, j'ai créé une académie du cloud. On a créé un projet qui permettait de porter Ma Banque en ligne sur le cloud. Enfin, tout un tas de choses comme ça, portées par justement une urgence à la transformation digitale, à pouvoir délivrer beaucoup plus rapidement un go-to-market qui se rétrécit, pouvoir apporter aussi beaucoup plus d'assistance digitale à nos clients retail. On a réussi à sortir de terre avec une équipe absolument dingue et un partenaire clé. On a réussi à sortir une application sur du mobile, et on parle de 2013. Donc c'est quand même l'émergence de trucs en 6 mois. iPhone 5, quoi. Ouais. Voilà, peu de choses près. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, l'impression de toucher à un truc. Adoption du cloud, un go-to-market accéléré, la transformation digitale du retail banking, qui était quelque part un peu le premier. Et t'es acteur de ce monde changeant, mais HSBC en étant un groupe international, ton périmètre reste, rien de péjoratif loin de là, mais c'est la France, ou alors tu as des contraintes qui viennent d'au-dessus encore par rapport à ça? La façon dont HSBC était organisé à cette époque-là faisait qu'on avait constamment une espèce de matrice de responsabilité globale et locale. D'accord. Donc, une action locale, voilà. Une action localisée avec un management propre et avec des règles sociales propres à la France. Ouais. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Mais par contre, un pilote, voilà, exactement ça. Et par contre, un pilotage fonctionnel et donc matriciel, ce qui était quand même pareil, relativement nouveau. Maintenant, c'est beaucoup plus diffus, notamment dans le tertiaire, mais pas qu'ailleurs, dans l'industrie aussi beaucoup. Pardon. Et donc quand même, on participait quelque part, et on était même un peu fer de lance, je crois, un peu comme aujourd'hui. Ça me plaît. J'aime bien. Tu l'avais compris. J'aime bien quand tu dis on. Oui, on. Ça très bien. Ouais, pour moi c'est important ça, parce que c'est une équipe, tout ça. Pour moi c'est super important ça. On faisait partie un petit peu du premier projet véritablement significatif, avec un impact non seulement métier mais aussi end user, de quelque chose qu'on mettait sur le cloud, qui était quand même un peu bold. Faut pas se mentir. On s'est tapé toutes les problématiques, assessment, sécurité. Tout. Et comment on fait ça
Bah, on sait pas et vous savez pas? Ouais. Bah non, on va apprendre avec vous. Bon, C'est bah, très ça. bien, on y va. Ça, c'est génial. Et je me rends compte à quel point finalement, tous les projets quelque part auxquels j'ai pu participer étaient plus ou moins colorés de ça, de cette espèce de un pied dans le vide, on sait pas trop, mais Ouais. donc Pionnier. un peu, voilà. Enfin, avec beaucoup d'humilité, hein. Parce qu'à chaque fois, c'est une équipe. 13 ans. Bon, t'as fait beaucoup de choses, là, pour le coup. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au bout de 13 ans? Au bout de 13 ans, HSBC va pas super bien, le retail banking en particulier, ce qui a abouti d'ailleurs à HSBC qui cède la branche retail pour redevenir la marque CCF qu'on connaît aujourd'hui. Encore pas mal de collègues qui y bossent et je les salue. L'importance pour moi, ou l'étape, ou la next step, pour moi, c'était vraiment de mettre un pied dans le monde des startups. D'accord. Pour moi, c'était indispensable. Fallait que j'arrive vraiment à comprendre si là-dedans, il y avait autre chose à apprendre. Et puis, en fait, l'émergence du possible dans le cadre d'une start-up et le cycle court était vraiment quelque chose que je voulais ressentir. Et justement, pressentais que les grands groupes allaient de plus en plus adopter l'agilité, mais pas en l'appliquant à la Spotify, en tout cas pas aussi facilement que ça, et il va falloir créer certainement des poches d'innovation et que le mode start-up allait pénétrer les entreprises. On n'y était pas encore, on était en 2017. Mais en 2017, je pars, plan de départ volontaire, bon, voilà, une opportunité aussi de faire ce qu'il faut après 13 ans d'expérience, bon voilà, dans une même boîte, et je rentre chez iattestation.com. Alors e-attestation.com, qui maintenant s'appelle Approval. Une boîte assez folle, qui a été imaginée par un génie, Emmanuel, que je salue aussi, toujours un très bon pote, et qui m'appelle pour essayer d'opérer une transformation, une modernisation de ce qu'était la start-up et qui était en train de devenir une scale-up après quasiment 8 ans, 10 ans d'existence à cette époque-là. Plein de problèmes de sécurité, un monolithe bizarre, des équipes techniques qui se suivent, mais sans vraiment une vraie direction, sans vraiment une vraie stratégie non plus. Et c'était normal, parce que la construction finalement de la value prop s'était fait sur une expertise business qui était le risque management des tiers. Ouais. Donc quand tu vas ouvrir un marché, que tu as besoin d'avoir des ouvriers qualifiés, bah, tu vas déjà t'assurer qu'il n'y a pas de travail dissimulé, tu vas t'assurer qu'ils sont en phase avec leur SAF, etc., etc. Au fil des années, il avait réussi à créer un tissu de données clés qui lui permettaient d'être probant sur un marché qui était pas très concurrentiel, et en venant avec une approche et un business model qui était super intéressant, c'était que le donneur d'ordre avait juridiquement la responsabilité, donc quelque part c'était à lui qu'on vendait le service, pas au fournisseur. Donc chose intéressante, du coup, c'était un booster économique. Comme ça, il se protégeait. Ouais, et puis surtout, si tu connais un peu les startups, quand tu cherches à développer un produit, ce que tu cherches, c'est l'effet network. Ouais. Tu arrives à développer un bon produit quand, justement, tu as une information clé qui l'alimente et qui permet, en fait, de faire tourner la machine. Mais il avait compris, quelque part, que les fournisseurs et les fournisseurs, c'était justement ce qui permettait de créer la solidité de la plateforme et les solutions aller se construire d'elle-même. Ouais. Je suis resté pendant 2 ans et demi pour tout transformer en termes IT, de l'équipe à l'environnement, au process. On a passé l'ISO 27001 et surtout à la fin, c'est devenu une plateforme. C'est devenu une plateforme avec des solutions. Donc une orientation business. Beaucoup plus scalable. Pour scaler. Et donc maintenant, voilà, il y a une florilège de solutions qui sont super intéressantes. Et cette orientation plateforme m'a énormément marqué. Énormément marqué. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je me suis dit, en fait, on arrive, je pense, avec l'orientation plateforme, d'un point de vue de l'ingénierie, mais aussi d'un point de vue de la structuration des produits et du business. En fait, je pense qu'on arrive à la quintessence de toute la transformation digitale. Et comment on arrive à générer un effet boule de neige, un go-to-market qui se renouvelle, mais qu'on arrive en même temps à créer les conditions de la stabilité qui se réenforcent produit après produit. C'est un peu cette espèce de quadrature du cercle un peu magique. Donc j'ai une grosse conviction là-dessus, et c'est ce que j'ai essayé de faire plus tard, et c'est ce que je fais maintenant chez AXA. Alors, comment t'es arrivé chez AXA, justement ? Ouais, alors ça, une très belle histoire, parce que AXA, c'est l'entreprise qui était auparavant, il y a très très longtemps, l'UAP, justement, où j'étais salarié d'été, comme on disait à l'époque, à 16 ans. Voilà. Donc quand je suis venu ici, j'ai presque eu l'impression de revenir un peu, c'est marrant. Vous avez changé la moquette. Vous avez changé la moquette, voilà. Et beaucoup de ma famille a bossé aussi chez AXA. Ma maman a bossé chez AXA, mon oncle a bossé chez AXA. Enfin, c'est vraiment rigolo. Alors, comment c'est passé ? Déjà très bien. En fait, je suis venu pour quelque part proposer une stratégie technologique solide
autour de cette idée de plateforme que l'on développe chez AXA Digital Commercial Platform, où on développe des solutions pour prévoir et prédire, en utilisant de l'imagerie satellite, de l'intelligence artificielle et de la data, tout un tas de choses vis-à-vis de nos assurés, mais aussi éventuellement des entreprises qu'on n'assure pas. Donc on amène énormément de services et de solutions verticalisées qui vont permettre, en utilisant l'imagerie satellite, à détecter par exemple des formes, que ce soit des forêts proches, par exemple d'un site industriel qui pourrait effectivement augmenter le risque, et on en voit partout. Alors, prends par exemple les feux de forêt massifs à Los Angeles de l'année dernière, qui ont une récurrence. Sur la plaque Los Angeles, AXA est très international, hein, il y a énormément d'assets que l'on assure. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ouest américain, et toute cette côte-là, être en capacité d'assurer devient un véritable défi. Il y a même des endroits où on ne peut plus assurer du tout. Le risque est trop élevé. Le risque est trop élevé, il n'y a pas assez de données, et envoyer des gens qui vont inspecter sur le terrain devient incroyablement compliqué. Très cher, très coûteux en termes de déplacement, mais et finalement pour un résultat où c'est que la récurrence et une fréquence relativement élevée, vu que la récurrence de ces catastrophes arrive de plus en plus souvent. Accumule à ça les risques très actuels cyber, géopolitiques et différents autres risques, y compris les risques qui sont à l'intérieur des bâtiments, parce qu'il y a des incendies à l'extérieur, mais il peut aussi y avoir des catastrophes à l'intérieur. Et quand tu les cumules, ça devient très 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 compliqué. Donc les risques managers, mais pas que les risques managers, les dirigeants eux-mêmes ont énormément de difficultés finalement à pouvoir maîtriser tout cela. Donc AXA vient avec cette proposition que j'ai trouvée vraiment bold, et ayant cette expérience de la plateforme avec Approval, je me suis dit, en fait, ça fait complètement sens. Une marketplace de solutions, faire pourquoi pas appel à des partenaires qui complémentent aussi par rapport aux choses sur lesquelles on n'a pas forcément d'expertise. Donc, on va pas installer des caméras infrarouges. Bon, par contre, on connaît des gens qui le font très bien, et avec qui on peut justement partenarier pour donner du sens par rapport à une démarche globale. Et là, cette fois-ci, qui démarre du digital, mais qui finit sur le physique. Donc, on est de plus en plus, avec cette plateforme, sur une orientation de délivrance de services phygital, dans lequel on a justement cette vue qui part de l'espace, mais qui peut finir avec des connectivités ou des devices IoT dans les buildings. Mais attends, ça veut dire que tu arrives à faire communiquer la device IoT avec un satellite ? Non. On n'a pas besoin de ça. Ce que l'on fait, c'est qu'on analyse globalement les données dans les différents canaux qui sont produits, et on fait des analyses grâce à des modèles d'intelligence artificielle et beaucoup d'expertise en interne qui ont été développés depuis des décennies. Donc c'est du machine learning. Donc du machine learning sur des modèles qui sont bien spécialisés. Et justement, là en ce moment, une autre orientation architecturale que je trouve passionnante, c'est quand justement on commence à mettre en œuvre des agents qui vont commencer à eux-mêmes pouvoir tirer parti sur un certain nombre d'attributs de data qu'ils maîtrisent en bon système expert qu'ils sont, de façon à pouvoir produire une proposition, quelque chose qui va être vérifié toujours par un humain, parce que Human in the Loop est absolument clé évidemment dans notre proposition, mais qui augmente le souscripteur. Alors le souscripteur, c'est ce nom qu'on utilise dans le monde assurantiel pour désigner l'assureur pour l'entreprise, si tu préfères. D'accord. Et en fait, voilà, notre mission, c'est celle-ci. C'est comment on amène avec cette plateforme des solutions pour augmenter quelque part le métier de la souscription à l'intérieur d'AXA et de développer une densité technologique beaucoup plus forte dans les métiers. Mais aussi, on apporte ces outils-là à nos clients à l'externe, des clients qui sont soit nos clients assurés, soit éventuellement des prospects, mais sur lequel on a une approche où on délivre d'abord du service et pourquoi pas des produits assurantiels. Donc on révolutionne un petit peu l'approche initiale et historique finalement de l'assureur. Donc il y a deux choses. À la fois là, c'est être pionnier aussi, parce que c'est la première fois que j'entends ça sur le secteur. Donc c'est-à-dire que la concurrence ne s'est pas encore penchée sur le sujet, ou en tout cas n'a pas encore développé quelque chose de similaire. Et le deuxième aspect, ça veut dire que tu vas aller voir un client ou un prospect en lui disant, d'après l'imagerie satellite, d'après les données qu'on a accumulées sur les X dernières années et l'ensemble des incendies, intempéries et autres que vous avez pu avoir, on vous recommande de prendre telle action en anticipation pour éviter tel risque qui a une probabilité d'avoir lieu à tant de pourcents, c'est ça ? C'est exactement ça. Okay. Tu l'as super bien résumé. Avec des scores, avec du reporting, avec ce genre de choses-là, donc tu arrives à construire véritablement une relation tout à fait nouvelle d'accompagnement. Alors,
tout à fait nouvelle d'un point de vue digital, pas tout à fait nouvelle d'un point de vue métier, parce que nous avons déjà des équipes de risque consulting qui viennent sur le terrain et qui accompagnent des grands acteurs. Mais justement, généralement, on est capable de le distribuer sur des grands acteurs, des grands corporates à travers le monde. Mais quand on veut adresser, par exemple, un middle market, et bien souvent, on a un tissu, en Europe tout particulièrement, et c'est pas qu'en Allemagne, d'ailleurs c'est partout, hein, on dit souvent qu'il y a des grandes PME en Allemagne, mais il y en a partout, le tissu économique est composé, distribué, mais tout le monde est confronté au même risque. Et quand il y a un fournisseur clé d'un constructeur automobile qui n'arrive plus à délivrer ses pièces parce que son usine est sous la flotte, et c'est en fait toute une chaîne économique qui faillit. Si tu rajoutes à ça les risques géopolitiques qui sont liés sur le fait que tu as des fournisseurs, des OEM qui sont effectivement en Asie par exemple, et que au milieu tu as des passages de bateaux avec des cargos sensibles qui sont obligés de dérouter avec des délais, etc., etc. Ça aussi il faut pouvoir apporter. Donc on a aussi tout un tas d'outils d'intelligence, donc sur ce qu'on appelle la propriété, donc la propriété, l'asset, ton usine par exemple. En tout cas, on a des outils autour de l'intelligence, du predict and prevent. On va avoir aussi des outils autour des cargos, autour des navires. On a même des outils autour de la flotte, des flottes commerciales, pour justement aussi se prémunir du risque qui est attaché plutôt cette fois-ci à des produits assurantiels pour la sûreté des des conducteurs. C'est beaucoup d'anglais, donc ça revient des fois. Enfin, voilà. Donc, on essaye d'avoir un point de vue assez cohérent dans un portfolio. Et on en parle pas mal. Donc, Pierre Durostu, qui est le CEO de Digital Commercial Platform, c'est la parole de la DCP, hein, celui qui en parle le mieux. Il en parle régulièrement, il est interviewé régulièrement. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder un peu plus en détail ce qu'on propose. Je trouve ça vraiment incroyable parce que finalement, ça réinvente le rôle et le métier d'assureur. Où je vais aller dire à mon client, mon prospect, bah écoute, l'étude de ce qu'on a décidé, je vais la vendre à 10. Par contre, si effectivement les probabilités se réalisent, je viens de te faire économiser 10 000, et à moi en tant qu'assureur, 100 000. Ben voilà. Et voilà. Donc, toujours en termes de régulation, Solvency 2, hein, qui régule le marché de tous les assureurs et qui oblige à pouvoir avoir en capitalisation au moins plus du double de nos risques exposés. Donc on contribue quelque part aussi avec ce genre de solution-là à pouvoir maintenir un bon coefficient. On a un très bon coefficient chez AXA, mais de pouvoir le maintenir aussi sur le long terme. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Merci déjà beaucoup pour la question. Peut-être des bonnes vacances parce que on bosse un peu là. Non, je pense que cette plateforme, moi j'y crois beaucoup. C'est un sacré pari. C'est un pari sur un marché. Passionnant. Moi, ce que j'adore dans cette expérience-là, c'est qu'on a aussi construit une équipe incroyable de gens passionnés. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à construire ensemble. Ça, c'est un gros marqueur. Et si, un peu plus personnellement, je peux répondre à cette question, c'est je pense que voilà, le reste de ma carrière, je vais être de plus en plus attentif justement à accompagner les gens, les individus. Et peut-être au-delà, revenir à de l'éducation aussi, pourquoi pas. C'est vraiment des choses qui me paraissent importantes. Alors, encore une fois, très humblement, j'ai envie quelque part de redonner un peu la monnaie de la pièce, parce que finalement, je n'ai pas, pour revenir à ce qu'on disait au début, eu la chance de pouvoir faire peut-être toutes les études que j'aurais voulu. Mais par contre, je me suis constamment formé et je pense que mon expérience peut positivement influencer, aider des jeunes personnes qui s'intéressent à l'IT, qui s'intéressent à l'IA, et ça, quelque part, je trouve que ça pourrait être pas mal. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va passer à la troisième partie qui s'appelle le Speed Questionnaire. Ouais. Donc, je te fais des propositions et puis tu me dis celle qui te parle le plus. Ok. Café, thé, chocolat ? Café. T'en prends beaucoup ? Peu trop. On est à combien par jour ? Oh, allez, 3. Ça va. On n'a pas besoin d'aller voir le cardiologue. Voilà. Matin, midi ou soir ? Je suis du matin. Tu te lèves à quelle heure ? Alors, mon réveil est généralement vers 6h30, 7h moins le quart. C'est pas rare que je sois réveillé à 5h30. Tu fais quoi ? Tu fais du sport ? Tu bosses ? Alors, je fais du sport, mais pas le matin. Tu fais la musique ? Non, pas le matin non plus. Non, je laisse le temps à mon cerveau de démarrer et faire émerger les idées. Généralement, le matin, j'aime bien poser un peu ma journée, voir éventuellement les choses qui viennent devant moi. Donc, je laisse mon cerveau un peu se réhydrater et reposer quelques idées là-dessus. Et c'est un moment clé pour moi pour vraiment démarrer bien ma journée. Ville, campagne, montagne ? Ville, campagne, montagne. Alors, montagne, pas autant que je voudrais, il est vrai. Je suis plutôt campagne, puis ville.
Et c'est vrai que j'ai quand même la chance de vivre juste à côté de Paris et d'en pouvoir en profiter. On travaille sur Paris, ça aussi, c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'il faut que je reste pas trop loin d'un terrain de golf quand même. Faut en mettre un dans les Batignolles, dans le parc Martin Luther King. Lecture, cinéma, musique. Musique. Tu produis, mais est-ce que tu consommes aussi autant? Ouais, je consomme beaucoup. J'aime bien être surpris par des choses nouvelles. Je suis très, c'est marrant d'en parler ce week-end avec un très bon ami. Je peux être très émotif avec la musique. Donc en fait, je me nourris aussi beaucoup au niveau de ma sensibilité à écouter des choses qui m'émeuvent. Des fois, je peux être ému par quelqu'un qui chante dans The Voice, comme un concerto de Ravel, ou un bon AC/DC. Donc c'est très divers. Mais oui, ça m'alimente beaucoup. Tourne-disque, CD ou une musique digitale? Alors, je suis passé au digital, j'avoue. Ouais. Je me suis acheté un tourne-disque, quand même, un peu comme tout le monde, parce que besoin de retrouver quelque chose de physique. Puis la qualité du son. La qualité du son. Et puis aussi, pareil, il a besoin un petit peu d'une certaine rétribution. Alors moi, j'étais fan de plein de compositeurs, dont un qui est Frank Zappa. Et pour moi, c'est super important de racheter les albums de Frank Zappa en physique. Voilà. Alors, je les ai pas tous parce que la collection... 140 et quelques, donc c'est une folie. Mais voilà, donc ouais, quand même. Mais c'est vrai que c'est tellement pratique le digital. Et puis finalement, il y a quand même un marché qui s'est développé là-dedans. Je pense qu'il a réussi à se réguler et je pense que tout le monde gagne son compte. À la fin des fins, faut aller voir les artistes sur scène. Parce que c'est vraiment ça qui... Ne serait-ce que pour l'expérience. Ah oui, tout à fait. Puis vivre ça avec les gens aussi, parce que en tant qu'humain, c'est fantastique. Tu vois, moi, j'aime pas le foot. Par contre, j'adore aller dans un stade. Tu peux chanter dans un stade. Ah, puis tu ressens tout. Au final, ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui permet d'avoir l'émotion plus ou moins forte. Mais c'est ça. Non, de toute façon, à la fin, à chaque fois, on est en recherche d'émotion, je pense. Tout à fait. Au final. D'expérience, de sensation. Printemps, été, automne, hiver. Là, tu vois, en ce moment, c'est l'automne. J'aime bien. Et en même temps, je sens que l'hiver accélère. Non, je pense que printemps, été, c'est quand même tous les moments que j'apprécie de plus en plus. Travail au bureau, télétravail, coworking? Alors, coworking, non. Ça, c'est une formule que j'ai jamais vraiment expérimentée. Un juste milieu entre télétravail et bureau, mais bureau quand même. Pareil, équipe, liaison, terrain, dialogue direct. AWS, GCP, on-prem, autre? Alors AWS, beaucoup, ça fait longtemps. Ça, c'est pareil. À un moment donné, tu fais des paris. Il y a longtemps, j'ai fait le pari d'Oracle. Très bien. AWS, ouais, je connais très bien l'équipe en France et un peu au-delà maintenant, parce que chez Capgemini, c'était une des expériences que j'ai pas mentionnées tout à l'heure. Je m'occupais un peu de l'alliance AWS et ça a été une expérience particulièrement intéressante. Linux, Microsoft, macOS, autre? macOS et Linux, bon, quelque part, c'est vrai qu'on aime beaucoup macOS parce que quelque part, il y a un bout de c'est un Linux, voilà. Windows, c'est partout, ça fait partie de l'objet de travail de tous les jours. Je pense que ce qui est important maintenant, de plus en plus, c'est les softwares qu'on va mettre dessus. Et aujourd'hui, avec maintenant l'émergence, et ça apparaît de plus en plus, parce que ça a été dit il y a pas plus tard qu'hier, l'émergence des navigateurs qui sont boostés par l'AI, en fait que nos postes de travail changent complètement de nature. On revient à des outils qui sont des interfaces vers le monde, et c'est ça où ça va devenir de plus en plus intéressant. Ouais, puis avec l'agent qui fait des commandes à ta place, comme valider les cookies à ta place, en fonction de ce genre de choses-là. J'ai du mal à croire complètement à la pénétration d'un copilote à l'échelle, parce que je pense que c'est trop problématique de mon point de vue qu'un Microsoft aille trop intrusif, etc. Je me pose plein de questions, j'ai pas toutes les réponses. Pour moi, c'est un peu compliqué quand je vois parfois le comportement de Microsoft incroyablement pushy sur la pénétration de copilote. Je me dis attention, ça peut créer un effet inverse. Pas se mentir, sur l'IA, on a quand même des adopteurs forts, on a des gens qui se demandent encore, mais il y a maintenant des gens qui push back. Il y a vraiment des gens qui se disent pas pour moi. Et y compris une jeune génération qui dit non, moi j'ai une valeur, mais il faudrait qu'on en reparle, parce que ça c'est un sujet passionnant. T'as du gros problème de Shadow IT. Ouais. ChatGPT, le chat, Qwen, autre? Alors, Qwen un peu moins, je l'ai essayé au début. Moins d'open source ou moins de Qwen? Ouais, excellente question ça. C'est vrai que l'émergence open source vraiment vis-à-vis des gros en capacité d'investir, c'est vrai que c'est très déséquilibré comme match. Mon ChatGPT là, Altman, il est parti dans une série il a capté des investissements qui sont absolument massifs, et il reprend une accélération énorme. Là, on a entendu parler de ChatGPT d'Atlas, OpenAI Atlas hier, là.
impressionnant, faut le regarder, il est vraiment pas mal. Sora 2, enfin, voilà, enfin il y en a plein. Donc écoute, je pense qu'il faut, c'est difficile d'adopter un. Pour revenir à ta question, je pense qu'aujourd'hui il faut un petit peu observer. Par contre, effectivement, à un moment donné, il faut construire. Il faut construire une certaine vision. Ils ont tous des avantages, ils ont tous aussi des inconvénients. Le chat a de ça d'intéressant que, au-delà des aspects souveraineté et qu'on aime beaucoup Arthur et qu'il est super inspirant et que vraiment on voit bien qu'on a quelque chose d'absolument incroyable entre les mains. Je pense qu'il faut se souvenir de finalement qu'est-ce que ça veut dire d'être augmenté par une intelligence artificielle dans une vie de tous les jours. Si je suis encore obligé d'en passer par une interface qui est donc un chatbot et donc de m'interfacer via un clavier, etc., finalement, il y a toujours un problème d'ergonomie. Et ce problème d'ergonomie ne sera pas effacé par ces outils-là. Donc je pense que les agents, encore une fois, là, je vois un vrai potentiel, et c'est là-dessus où je pense que ces acteurs doivent se positionner de façon très forte. Après, sur le chat lui-même, très bien, très bonne qualité de service, et je pense qu'il nous faut absolument des acteurs comme ça, et il faut les promouvoir, c'est ce qu'on fait chez AXA. Et tu vois, je me posais la question, je fais une petite digression et je prends du temps. Je me posais la question, quand on s'appelle AXA, justement, d'avoir des sujets de souveraineté de la donnée, pas souveraineté nationale, mais souveraineté vraiment de la donnée. Ouais. Le Shadow IT qui doit aussi être un vrai enjeu, que ce soit sur les contrats des clients, que ce soit sur les appels d'offres ou autres. Et vous avez aussi, paradoxalement, la capacité, et si vous le décidez, les moyens de développer votre propre système, pas forcément LLM, mais en tout cas d'avoir une série de small language models que vous pourriez avoir et vraiment ultra spécialisés. C'est tout ça à la fois. Ouais, notre responsabilité, c'est la sécurité, c'est la règle numéro 1, et ça fait partie d'une démarche qui a été très profonde sur les mois passés pour poser un cadre de gouvernance très solide. Je pense qu'on en a un des plus solides. J'ai l'occasion de discuter très régulièrement avec des CDO en charge de l'AI aussi, des CTO aussi en charge de l'AI. Je me rends compte que tout le monde n'est pas à la même vitesse, mais tout le monde en tout cas a pris le temps là en fin 2024-2025 de poser ça. Maintenant, je pense que l'enjeu de demain, ça va être effectivement de créer les conditions et la bonne stratégie qui va avec les investissements pour avoir des architectures qui utilisent la puissance des small model language et language model, si je vais le faire à l'endroit. Et ce n'est pas que cela, d'ailleurs. Je pense que la vision distribuée d'une architecture, encore une fois boostée par l'orientation agentique, doit être vue d'un point de vue architecture business. Donc quand on revient à ces éléments-là et qu'on garde en tête la sécurité, ça paraît relativement logique que sur des cœurs systèmes business, on développe nous-mêmes nos propres modèles. Oui. Et ça sera complètement logique. Vous avez vos données, vous avez tout, voilà. Et l'expertise en interne. Donc, Et on a des partenaires très solides pour nous accompagner là-dessus. Ouais. IAGN, Super Intelligence ou AGI ou SLM, les trois. Alors SLM, je pense que ça c'est vraiment tangible. Ouais. C'est là où il faut investir ce qu'il faut. On a vraiment des partenaires sur le marché qui sont super intéressants, franchement, vraiment impressionnants. Et faut éduquer les business, de mon point de vue. Intelligence artificielle généralisée, ça c'est un, et non pas générative. Celle-là, c'est un sujet de recherche passionnant qui va nous poser un énorme problème en tant qu'humain quand le quantum va s'en mêler. Et on commence à voir les premières émergences de ce genre de choses qui arrivent. Donc ça va falloir être particulièrement attentif d'un point de vue de sécurité. Et ça, effectivement, c'est plutôt dans le spectre de regardons ce qui se passe, et c'est de la recherche. Après, voilà, GenAI va continuer d'évoluer. C'est toujours un marché concurrentiel. Il y a toujours des benchmarks tous les matins, qui est un nouveau carré. Voilà. Les acteurs commencent à se stabiliser. Donc, on voit bien qu'en termes d'investissement, les choses commencent à maintenant se solidifier ou au moins se cristalliser un peu autour des quelques-uns qui un peu par plaque régionale. Oui, les cas d'usage réels. Les cas d'usage réels commencent à se poser. Puis je pense que voilà, maintenant on a un vrai besoin aussi au-delà de l'exploration qui a été un petit peu nos 24 ou 18 derniers mois. Là maintenant, je pense qu'on a réussi à ne pas tout à fait démontrer la valeur avec toutes ces expérimentations diverses et variées. Maintenant, il faut avoir des choses tout à fait concrètes. Et c'est là encore une fois où l'approche agentique, parce qu'elle est d'abord drivée par des besoins métiers, une architecture business, je pense que
de solutions pour le business, je pense que là, ça va permettre de faire émerger beaucoup plus facilement la valeur qu'on espère. Allez, une dernière. Innovation, tradition ou disruption? Alors ça, c'est un cycle, en fait. La disruption est nécessaire pour innover, et innover doit pouvoir aboutir à une nouvelle tradition. Et c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut savoir accompagner chacune des phases. Il peut y avoir des spécialités dans chacune des phases. Innovation pour innovation, ouais. La tradition pour la tradition, peut-être, je sais pas, peut-être. Mais la disruption pour la disruption, voilà, politiquement, c'est compliqué déjà, non? C'est la première fois qu'on me fait cette réponse. Hein. Ah bah voilà. Donc, on rentre dans la dernière partie. Il me reste 3 questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, podcast, un newsletter à suivre? Ouais, alors moi j'ai un bouquin qui me suit déjà depuis très longtemps de Grégoire Hoppé sur Architecte Elevator. Ça reste pour mon métier un bouquin vraiment d'inspiration qui m'alimente, que je relis avec beaucoup de plaisir, y compris en prenant une page complètement au hasard. C'est le genre de bouquin qui, voilà, ceux-là j'aime qui bien. T'a marqué, ouais, tu l'as lu à quel âge? Oh, celui-là, il est paru il y a pas si longtemps que ça. D'accord. Je crois qu'il est paru il y a 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Donc il est apparu assez... et Grégoire Hoppe fait une suite, en fait. Il a démarré une suite quand il était chez AWS. Maintenant, il n'y est plus, mais... Et non, vraiment, c'est sur le marché de la littérature de l'architecture d'entreprise, il y en a quelques-uns, lui, ouais. Tu le gardes sur la table des choses. Ouais, clairement. As-tu un ami ou une connaissance que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Ouais. Je pense à quelqu'un que je trouve particulièrement intéressant, d'une entreprise que je connais un peu pas mal, et c'est quelqu'un qui est passionné de data and AI, qui est un vrai personnage, et peut-être que tu le connais, c'est Michel Lutz, chez Total Energy. On s'est pas rencontrés, mais oui. Et je pense que ça pourrait lui plaire. On s'est croisés à Vivatech l'année dernière. Ouais, tout à fait. Et alors je connais pas personnellement, vraiment, c'est pas encore un bon ami, mais c'est quelqu'un que je trouve assez fascinant dans ses prises de position, dans son courage, et je pense qu'il construit aussi des choses qui sont particulièrement intéressantes dans un secteur où il y a toujours encore besoin beaucoup de transformation. Et puis pareil, pionnier. Pionnier, beaucoup de sujets. Fondamentalement. Voilà. Et c'est une image française dans l'industrie de la data et l'IA qui compte de mon point de vue. Voilà, donc Michel, si ça te dante, bien. C'est pas désagréable, Michel. Si on souhaite te contacter, la meilleure manière de s'y prendre? Je pense qu'aujourd'hui LinkedIn c'est très bien. Voilà, ouais, très bien. Parfait. Généralement, on arrive à me trouver. Vincent, mille merci, c'était formidable. Merci Oméric. J'étais loin de m'imaginer qu'il y avait un parcours aussi riche et autant de portes à ouvrir ou en tout cas à construire. Un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.